Isarta, la plateforme de référence pour trouver votre emploi idéal ou une formation spécialisée dans les communications, le marketing, la vente et le numérique. Propulsez votre carrière sur isarta.com. Bonjour Christophe. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Alors Christophe, tu es président de MC2 Formation Conseil, spécialisé en gestion et management. Tu cumules près de 20 ans d'expérience en communication et tu as eu l'occasion de diriger des équipes d'une vingtaine d'employés, notamment en tant qu'ancien haut dirigeant de l'agence de publicité Dentsu-Boss. Donc aujourd'hui, tu transmets ton expérience de gestionnaire par le biais de conférences, séminaires de formation et de séances de coaching. Alors, avant de commencer, je voudrais juste vous informer je vous invite à activer en fin de compte votre chat en inscrivant votre nom à la droite de votre écran. Vous pourrez donc poser vos questions à Christophe, échanger entre vous et également répondre au sondage à cet endroit en cliquant sur le bouton. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Christophe qui va vous donner les 5 pièges à éviter en mobilisation d'équipe. Merci. Alors, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Vraiment ravi d'être avec vous dans le cadre de ce Midi Express qui est consacré à la mobilisation d'équipe. Sujet d'actualité, s'il en est. D'ailleurs, écoutez, on va commencer par une première question, juste voir un peu qui est dans cette salle virtuelle. Donc, Isabelle, c'est possible de faire partir le premier sondage. J'aimerais savoir si vous êtes chef d'équipe, gestionnaire, dans la position que vous occupez au sein de votre organisation. Et donc, si vous êtes gestionnaire, eh bien, évidemment, vous êtes un petit peu bousculé depuis quelques temps. La pandémie a amené son lot d'incertitudes et d'enjeux au niveau de la mobilisation d'équipe. Donc, c'est un petit peu de ça dont on va se parler dans le cadre de cette conférence. Alors, on va attendre de voir les résultats du sondage. Donc, écoutez, on a une salle visiblement très équilibrée entre des gestionnaires et des gens qui ne le sont pas. Alors, cette conférence, bien sûr, s'adresse, je vous dirais, à n'importe qui, mais va surtout consister à donner des conseils précis à des gestionnaires. Évidemment, depuis quelque temps, la plupart des organisations maintenant ont mis en place un système de travail hybride avec un certain nombre de jours passés au bureau, d'autres journées passées à la maison. Et on a un petit peu de difficulté à s'y retrouver dans tout ça, à voir ce qu'il faut mettre en place comme réflexe pour mobiliser les équipes, engager les gens. Tout le monde se pose un peu tous les mêmes questions et le livre n'a pas encore été écrit. Je pense qu'il n'y a personne à l'heure actuelle qui peut se proclamer expert du travail hybride et donner des conseils scientifiques, je vous dirais, sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Donc tous les gestionnaires essayent des choses, on y va beaucoup par essai et erreur. Et évidemment, dans 2-3 ans, quand on aura du recul par rapport à tout ça, on y verra beaucoup plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Eh bien, je pense que c'est pertinent de revenir sur des travaux qui ont été faits sur la façon dont les équipes fonctionnent et d'essayer de voir les enseignements qu'on peut en retirer et de voir comment on peut adapter ces enseignements à la réalité actuelle. Et c'est dans ce contexte que, en fait, je vous apporte les travaux d'un Américain qui s'appelle Patrick Lencioni, qui, il y a quelques années, a publié un livre fort intéressant qui s'appelle The Five Dysfunctions of a Team. En français, les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Alors, Monsieur Lencioni donc s'est penché sur les équipes, mais pas seulement des équipes dans le monde de l'entreprise, toutes sortes d'équipes. Il a analysé des dizaines d'équipes, que ce soit des clubs sportifs, des groupes de musique, bien sûr des équipes de travail, pour essayer de voir ce qui se passait lorsque ces équipes-là n'atteignent pas les résultats escomptés, donc des équipes qui sont non performantes. L'idée, c'était de voir s'il y avait des dénominateurs communs, pour ensuite essayer de donner des conseils précis pour justement amener des équipes à améliorer leur performance. Alors c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire un résumé assez exhaustif de ces enseignements. Et en fait, ce que Lencioni nous dit dès le début de son livre, c'est qu'une équipe, parce qu'elle est composée d'êtres humains imparfaits, est par définition dysfonctionnelle. Et pourtant, construire une équipe forte est à la fois possible et plutôt facile, mais c'est douloureux et difficile. Euh, et en fait, pourquoi est-ce si difficile?
Eh bien, c'est parce qu'il va falloir parfois, comme il le dit dans son livre, comme on parle de fracture, euh, on va faire parfois le constat que notre équipe est fracturée. Et donc, une équipe fracturée, c'est comme un bras ou une jambe cassée. La réparer est toujours douloureux. Il va falloir la recasser une deuxième fois pour qu'elle guérisse correctement. Et la nouvelle fracture fait beaucoup plus mal que la première car il faut le faire exprès. Alors voilà, c'est un peu comme ça qu'il introduit son propos. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit, Lencioni? Eh bien, c'est que toute équipe qui est non performante a un ou plusieurs problèmes à 5 niveaux essentiellement. Donc il a repéré en fait 5 pièges à éviter, d'où le titre de la conférence, les 5 pièges à éviter pour faire fonctionner une équipe. Et il a résumé ses travaux à travers une pyramide, alors que je vais vous détailler, qu'on va regarder donc de bas en haut, à partir de la base. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un petit peu comme un jeu vidéo. Si on n'est pas capable de passer le premier palier de la pyramide, donc comme vous le voyez, il y en a 5, eh bien on ne pourra pas se rendre au deuxième. Si on n'est pas capable de passer le deuxième, on ne pourra pas se rendre au troisième. Alors, de quoi s'agit-il? Très rapidement, et après on va détailler chaque palier. Le premier palier, c'est le manque de confiance. Le deuxième, ça va être la peur de la confrontation. Le troisième, ça va être l'absence d'engagement. Le quatrième, l'évitement de la responsabilisation. Et finalement, l'inattention portée aux résultats, soit individuels, mais surtout aux résultats collectifs. Donc, ce que Lencioni nous dit, c'est que toute équipe dysfonctionnelle a forcément un problème à l'un de ces niveaux. Et que tout part, bien sûr, de la confiance. Donc, on va regarder une fois encore chaque chose en détail, mais essentiellement, les équipes qui malheureusement ne favorisent pas un sentiment de confiance et qui font en sorte que les gens, pour plein de raisons, en arrivent à cacher leurs points faibles et leurs erreurs et à n'afficher aucune vulnérabilité, eh bien, sont incapables de passer au niveau supérieur qui est d'avoir un espèce d'espace libre, un safe space, comme on dit en anglais, dans lequel ils pourront aborder les vrais sujets et débattre de questions de fond. Et donc, l'harmonie du groupe va être artificielle. Et à ce moment-là, lorsque l'harmonie du groupe est artificielle, c'est très difficile d'aller chercher l'engagement des gens envers une vision. Dans certains cas, la vision est absolument pas claire, on va s'en parler en détail. Les priorités, les objectifs sont flous. Et donc, à ce moment-là, lorsque ça se produit, eh bien, tout est ambigu et donc les gens avancent, mais pas nécessairement en étant très motivés. Donc, quand ça bloque à ce niveau-là, impossible de passer au quatrième niveau, qui est la responsabilisation, que l'on cherche tout le temps. Et en fait, lorsqu'on a ce problème-là, eh bien, on se retrouve à travailler dans une équipe dont les normes de rendement sont basses et on n'obtient pas les résultats visés. Et on va le voir, les membres de l'équipe auront beaucoup de difficultés à s'observer les uns les autres de la bonne façon et éventuellement à se donner du feedback, de la rétroaction pour aider leur pairs à corriger peut-être certains comportements qui peuvent nuire à l'esprit de l'équipe. Et finalement, lorsque tout ça se produit, eh bien, ça veut dire que les gens entrent dans une logique très individualiste, et on se retrouve avec une équipe qui finalement n'en est pas une, parce que chacun tire la couverte à soi, les membres de l'équipe poursuivent avant tout des objectifs personnels et recherchent de la reconnaissance individuelle. Donc là, rendu là, il y a plus d'équipe. Donc voilà, c'est un petit peu ce que Lencioni nous dit. Donc on va regarder palier par palier pour voir, évidemment, dans un premier temps, quels sont les symptômes, hein, pour que vous puissiez, vous, à votre niveau, si vous êtes chef d'équipe, eh bien, voir si effectivement votre équipe peut souffrir d'un ou de ces symptômes. Alors, le premier palier, comme on l'a vu, c'est le manque de confiance. S'il n'y a pas de confiance, il ne peut pas y avoir d'équipe. Et donc, les membres d'une équipe où la confiance fait défaut, eh bien, généralement, vont cacher aux autres leurs points faibles et leurs erreurs. La confiance, c'est avant tout une capacité de faire preuve d'une certaine forme de vulnérabilité. On ne va pas évidemment exposer l'ensemble de nos faiblesses, ça pourrait nuire à notre leadership, mais il faut quand même montrer un certain caractère humain. Les gens qui font tout pour cacher leurs faiblesses, pour ne pas reconnaître leurs erreurs, pour donner l'impression que ce sont des supermen ou des superwomen, eh bien évidemment installent un climat où finalement les gens vont se méfier d'eux. Donc c'est ce qui se produit dans ce cas de figure. Les gens, dans ce temps-là, vont hésiter à demander de l'aide ou même à l'offrir. Ce qui arrive aussi, c'est que les gens à l'intérieur d'une même équipe ne vont pas bien se connaître.
même s'ils travaillent ensemble depuis plusieurs années, ils auront très peu d'informations sur ce qui se passe dans la vie privée de leurs collègues et donc à ce moment-là, les discussions restent uniquement professionnelles et on comprend bien que l'esprit d'équipe, à ce moment-là ne peut pas être forgé. Les gens vont aussi, avoir tendance à ne pas se donner le bénéfice du doute. Donc lorsqu'il y a des erreurs qui sont commises, par exemple, eh bien, on va rapidement sauter aux conclusions quant quant aux intentions des collègues. Et les gens aussi ne vont pas reconnaître vraiment les aptitudes de leur pairs, n'en tireront pas profit et vont, eh bien, modeler leur comportement, vont agir, hein, vont faire en sorte qu'ils vont être perçus, eh bien, en fonction de leurs bénéfices. Au niveau des réunions, ben, c'est sûr qu'on n'aura absolument pas envie de se retrouver en réunion avec nos pairs, donc on va y aller un peu à contre-cœur et on va trouver des raisons d'éviter de passer du temps avec nos pairs. Donc vous voyez un peu cette situation. Alors je vous invite à réfléchir et à voir si, il peut y avoir, un ou plusieurs enjeux, de cette nature au sein de votre propre équipe de travail. Les membres ou l'équipe dans lesquels règne la confiance. Bah, c'est beaucoup plus intéressant parce que bien sûr, les gens vont admettre beaucoup plus facilement leurs points faibles et leurs erreurs, donc on va avoir une imputabilité individuelle. Les gens n'auront pas de problème à demander de l'aide et accepteront aussi qu'on leur pose des questions sur leur sphère de responsabilité. On n'aura pas à se cacher, tout est beaucoup plus franc, tout est beaucoup plus limpide. Ils vont aussi se donner mutuellement le bénéfice du doute lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des erreurs qui sont commises, avant de sauter aux conclusions et de chercher absolument des coupables. Ils vont oser prendre des risques car ils savent qu'ils ne seront pas jugés. Donc, vous voyez, le climat est complètement différent. Ils vont apprécier les compétences de leur père et chercher à en tirer profit. Et en cas d'erreur, bah, ils offriront plus facilement leurs excuses. Et lorsque ce sont les autres qui commettent des erreurs, eh bien, ils les accepteront sans hésitation. Donc ça, c'est essentiellement une ambiance dans laquelle règne la confiance. Et évidemment, c'est le point de départ. Et l'important aussi, c'est que les réunions vont être beaucoup plus intéressantes. Donc, on sera impatient d'y assister et on se réjouira de travailler ensemble. Le deuxième palier, qui est l'apport de la confrontation, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que Lencioni nous dit, dans le fond, c'est qu'une équipe ne peut pas être performante s'il n'y a pas de débat sain. En anglais, c'est fear of conflict. J'aurais de la difficulté à traduire ça par peur du conflit, parce qu'on ne veut pas évidemment avoir de conflit, mais par contre avoir de la confrontation, avoir un espace de liberté d'expression où les gens peuvent sans problème dire je ne suis pas d'accord, voici ce que je pense, avec respect et courtoisie, ça évidemment c'est très intéressant. Et les équipes, malheureusement, qui n'ont pas cet espace-là, eh bien, vont avoir un certain nombre de problèmes. Les réunions, dans un premier temps, elles seront sans intérêt, elles seront soporifiques, les gens ne participeront pas comme ils devraient le faire, et ils ne contribueront pas à la hauteur de leur talent, et bien sûr, hésiteront à donner leur avis de peur d'être jugés. Les gens vont aussi ignorer volontairement les enjeux, qui pourraient, déclencher des conflits, hein, donc les sujets de fond, et pourtant les sujets de fond, c'est absolument essentiel de les aborder. À un moment donné, il faut parler des vraies problématiques. Donc on va juste aborder des sujets comme ça qui sont, un peu, superficiels, et on va laisser toute la pression au chef d'équipe de prendre des décisions par rapport à ces enjeux-là. Donc on ne tirera pas profit des opinions, des autres et finalement, eh bien écoutez, l'équipe aura du mal comme ça à vraiment avancer sur les vrais enjeux. Au contraire, les équipes qui ont réussi à créer cet espace de discussion présentent un certain nombre d'avantages qui vont leur permettre d'être performantes. D'abord, les réunions, elles vont être plus animées, plus intéressantes. On va trouver une façon de recueillir et d'exploiter toutes les idées du groupe, en incitant aussi les personnes les plus réservées à participer activement. Donc on va aller au-delà de ce qu'on connaît comme réunion créative, par exemple, où quand on n'a pas une bonne technique pour les mettre en place, c'est un peu toujours les mêmes personnes, un peu plus extraverties, qui apportent des idées, qui apportent des solutions, et les autres regardent en disant bon, on va y aller avec la famille, je vais me rattacher à ce que les autres disent, sans vraiment exprimer leurs opinions. Eh bien, les équipes qui n'ont pas peur des débats, elles réussissent à faire en sorte que tout le monde puisse prendre la parole et participer. Et donc, on a plus de facilité à se pencher sur les vrais problèmes, à trouver des solutions, à minimiser la politique interne. Le troisième palier, donc que l'on peut atteindre seulement justement si on a cette capacité à donner des idées, à donner son opinion, à dire ce que l'on pense de toutes sortes de sujets qui sont cruciaux pour l'équipe,
Eh bien, le problème qui va se poser, c'est que les gens, lorsqu'ils ne sont pas engagés au sein de l'équipe, eh bien, vont trouver que rien n'est clair. Il n'y a pas de vision, les objectifs sont flous, les priorités ne sont pas vraiment définies et les rôles et responsabilités manquent vraiment de clarté. Et donc à ce moment-là, bah, c'est difficile pour eux de s'engager dans une vision qui n'est pas clairement définie. Et souvent, c'est ce qu'on va observer dans les équipes euh, dont les membres ne sont pas engagés. Évidemment, il y a un enjeu au niveau de la motivation. Et donc, ce qui arrive, et ça c'est très dommageable pour l'équipe, c'est que les gens vont faire semblant d'adhérer à des décisions qui, bien souvent, ont été prises sans eux. Donc, ils vont douter du bien fondé de ces décisions, mais n'en discuteront pas ouvertement. Bien souvent, ils vont en discuter en catimini, en petits groupes. Euh, Généralement, les gens ignorent ce sur quoi leurs collègues travaillent, donc il y a un manque de communication, on prend beaucoup de choses pour acquis, et eh bien, les discussions n'aboutissent pas à des plans d'action clairs. Donc là, évidemment, on a des soucis, et une fois encore, au niveau des réunions, eh bien, les gens vont quitter les rencontres en restant sur leur faim, peu convaincus de l'implication de leurs collègues dans le plan de match qui, une fois encore, est un peu ambigu. Une fois encore, je vous invite à réfléchir, à savoir, est-ce que vous observez l'un ou plusieurs de ces symptômes au sein de votre équipe de travail. Euh, et on va donc finalement rater des occasions en raison d'une analyse excessive et de délais manqués. Les membres d'une équipe pleinement engagée, au contraire, vont avoir l'impression de savoir où ils s'en vont. Donc ils ont contribué, et ça c'est vraiment dans un monde idéal, et on verra tantôt comment faire ça, mais ils ont contribué en plus à la définition de leurs propres objectifs, et ils comprennent pleinement leur rôle et responsabilités, leur carré de sable, ils savent où commencer, où s'arrêter. Ils ont des objectifs communs qui les rallient, ils développent la capacité de tirer un enseignement de leurs erreurs, ils n'hésitent pas à avancer, à aller de l'avant parce que la direction est claire, on sait où on s'en va, on sait quel est le plan de match. On a aussi mis en place un certain nombre de milestones, hein, je vous dirais, de repères pour savoir où on en est. Donc on peut avancer sans hésitation et sans culpabilité. Vous voyez. Euh, Ensuite, si on progresse, le quatrième palier, c'est celui de la responsabilisation. Donc, les équipes dans lesquelles on va avoir l'impression qu'il y a un manque de responsabilisation, eh bien, on va se rendre compte qu'en fait, les gens sont plutôt médiocres. On voit l'émergence d'une culture de médiocrité, on a des critères de rendement plutôt bas, personne ne se pose vraiment des questions, on respecte pas tellement les échéances, on n'obtient pas les résultats visés, et bien sûr, tout le monde se déresponsabilise. Bien souvent, c'est un peu la faute des autres, on trouve toutes sortes de bonnes raisons de ne pas avoir atteint les objectifs. Le problème, bien sûr, c'est que comme on n'est pas imputable, on ne va pas s'inquiéter de décevoir les autres en cas de rendement médiocre. Et on va parfois, quand on est moins bon que certains, bah, éprouver une certaine forme de ressentiment auprès des gens qui sont meilleurs, qui eux sont plutôt rigoureux, qui sont sur la coche, qui livrent la marchandise. Et donc il va y avoir une espèce de jalousie qui va se mettre en place, et on va tout faire justement pour peut-être miner leur crédibilité à ces gens-là. Donc vous voyez, à ce moment-là, l'esprit d'équipe, il y en a plus du tout. Le problème aussi, c'est qu'on ne va pas soulever les manquements des pairs. Et donc le chef d'équipe se retrouve seul à assumer la discipline et devoir un petit peu mettre de l'ordre dans la cabane. Alors dans le meilleur des cas, au moins l'information lui sera remontée, hein. Quelqu'un viendra le voir en disant: «Écoute, j'ai observé un comportement, pas super de la part de tel collègue. Alors au moins je te le dis, je te laisse t'en occuper». Ça, je vous dirais que c'est un peu dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, l'information ne va même pas remonter. Donc là, les gens, en fait, se voient aller les uns les autres, se disent: «Moi, c'est pas mon problème». Même si le comportement, nuit à l'équipe, bon, bah, moi, je me déresponsabilise, ce n'est pas mon rôle de ramener cette personne-là à l'ordre. Donc là, évidemment, on a pas mal de problèmes lorsque ça se produit. Alors que les équipes qui se tiennent mutuellement responsables, eh bien, quels sont les avantages? Elles auront une vue 360 de ce qui se passe dans l'équipe. Elles vont être capables de déceler rapidement les problèmes, de s'efforcer de trouver des solutions par eux-mêmes. Elles vont avoir le courage de donner directement du feedback correctif à des collègues dont le rendement est en dessous d'un standard. Donc quand elles observent des contre-performances, des comportements qui laissent à désirer, eh bien parce que au départ, bien sûr, la confiance est là, parce qu'on a une culture qui nous amène à dire ce qu'on pense, hein, le deuxième palier, on a une bonne communication, eh bien on a le courage, dans l'intérêt des gens, de leur dire:
écoute, je t'ai vu aller sur telle chose et je voudrais juste te dire que tu devrais peut-être faire attention. Voici, je pourrais peut-être t'aider ou te donner un petit conseil parce que ce que tu es en train de faire là nuit à l'équipe. Donc, si tu mets en place ce que je te suggère, ça va t'aider et bien sûr, ça va aider l'équipe. C'est ça qu'on veut dans une équipe qui est responsable. Et bien sûr, tout ça va instaurer un climat de respect. Euh, donc ça, c'était le quatrième palier. Maintenant, le cinquième, l'inattention portée aux résultats. Donc bien sûr, qui ne peut être atteint que si les quatre autres paliers sont pas mal là. Donc qu'est-ce qui se passe dans une équipe où les membres ne portent pas attention aux résultats? Eh bien, il va y avoir vraiment un grand individualisme. Les gens vont tirer la couverte à eux, ils vont travailler pour eux et non pour l'équipe. Et bien sûr, ils vont protéger jalousement leur territoire. Et on sait que parfois, il y a des décisions difficiles à prendre. Parfois, on demande à des membres d'une équipe de se sacrifier, soit par exemple en coupant une partie de leur budget qui va être transféré à un autre budget qui présente un intérêt plus grand au sein de l'équipe, ou bien à faire des changements d'effectifs, à déplacer des ressources. Et lorsque ce palier-là est, est en dysfonctionnement, bah, ce qui va arriver, c'est que les gens, bien sûr, vont beaucoup résister. Ils vont être très protecteurs de leur territoire. Ce qui arrive aussi, c'est que les membres de l'équipe vont avoir tendance à s'attribuer le crédit, à ne pas nécessairement reconnaître l'apport des autres dans les victoires d'équipe. Et finalement, bah, il va y avoir aussi une espèce de leadership négatif où on va encourager les pairs à se concentrer sur leur carrière individuelle. Et donc, à ce moment-là, l'équipe est complètement désintégrée. Et le problème, bien sûr, c'est que personne n'est vraiment affecté par la sous-performance de l'équipe. Donc, on voit très bien qu'on n'atteint pas de résultats satisfaisants, mais une fois encore, parce qu'on s'est déresponsabilisé, on se dit que c'est pas de notre faute et donc on joue pour nous. Donc ça, c'est vraiment pas formidable. Une fois encore, je vous invite à voir si c'est le cas au sein de votre équipe. Et finalement, eh bien, les membres d'une équipe qui se concentrent sur les résultats collectifs, eux, vont être capables de faire passer le bien de l'équipe avant leurs buts et leurs intérêts personnels, vont minimiser bien sûr les comportements individualistes, vont éviter les distractions, vont garder les yeux sur la balle et vont réussir à conserver dans leur rang les employés motivés. Et dernier point bien important, on va prendre le temps de savourer le succès d'équipe en équipe, donc prendre le temps de fêter, hein, et parce que on a des critères de rendement bien définis, bien clairs, et donc on sait quand on gagne et on célèbre en équipe. Voilà, donc c'est à peu près ce que nous dit Lencioni. Hem, donc l'idée ici, c'est que le gestionnaire doit aider son équipe à passer à travers ces différents paliers et donc à éviter l'un ou l'autre de ces dysfonctionnements. Un petit peu comme un premier de cordée, hein, si je prends cette analogie avec l'alpinisme, eh bien le gestionnaire doit montrer le chemin à ses coéquipiers et donc faire preuve de son leadership. Et ce qui m'amène peut-être à vous poser la deuxième question, donc Isabelle, si c'est possible de faire partir le sondage. J'aurais le goût de vous demander à cette étape-ci, quelle est la taille de votre équipe de travail? Donc vous avez 4 choix de réponse. Est-ce que c'est entre 1 et 5 personnes? Est-ce que c'est entre 5 et 10 personnes? 10-15 personnes? Plus de 15 personnes? Donc Je te vraiment votre coupe équipe de travail, Je te oui? coupe, Christophe, juste pour spécifier en fin de compte, et j'espère que tout le monde m'entend bien. Pour répondre au sondage, vous devez en fin de compte utiliser le bouton bleu voter et non répondre directement dans le chat, comme ça on va avoir directement le résultat avec tout le monde. Merci, Ah, désolé. très bien, bah, pas de problème, c'est un bon conseil. Donc je vais vous laisser, répondre au sondage et pendant ce temps-là, je vais prendre 2 minutes pour regarder ce qui se passe au niveau du chat, voir si, certains d'entre vous ont posé des questions, hein. N'hésitez pas, c'est ce qu'on vous a dit au début de la de la caméra. De la caméra. Pourquoi dis-je la caméra? C'est parce que je vois que quelqu'un a dit: «Possible de remonter le cadre de la caméra», donc ça Oui, malheureusement, c'est pas possible. pour t'aider, en fin de compte, il y a une question de Mélissa. Oui. Euh, donc, est-ce que tu la vois? Oui, j'observe plusieurs de ces symptômes au sein d'une équipe en particulier. Certains employés sont très engagés, mais un petit noyau d'employés qui rend le climat de travail difficile. Alors effectivement, on va voir, donc après, il va falloir faire une espèce de diagnostic d'équipe. Et souvent, ce qui va arriver, c'est qu'effectivement, on va pointer des leaders négatifs, des gens qui sont, pardonnez-moi l'expression, mais un petit peu des pommes pourries dans le panier et qui ont tendance à influencer négativement les autres membres. Souvent, c'est ce qu'on va voir. Donc, on va s'en parler dans quelques minutes.
Ensuite, Nathalie Boudreau nous dit certaines équipes sont à différents niveaux, d'où la fracture que l'on doit faire, absolument. Comment faire une fracture saine? Voilà la question, exact. Ensuite, alors je vois pas nécessairement de questions directes. Ah, voilà. Comment favoriser la confiance sans trop mettre d'énergie sur les personnes qui ne sont pas engagées? Alors ça, ce qui suit va répondre à cette question. Comment fait-on pour amener son gestionnaire négatif à gagner la confiance? Alors, bah, écoutez, il y a plusieurs questions qui donc sont inhérentes à la confiance. Alors, je vais vous donner quelques éléments qui vont, à mon avis, répondre à plusieurs de vos questions. Donc, on va poursuivre la conférence. Alors, si je regarde les résultats du sondage, on voit 30% à peu près des gens équipent de moins de 5 personnes, 26% 5 à 10 personnes, 10 à 15 personnes 17% et plus de 15 personnes 26%. Donc on a quand même une bonne représentation d'équipes plus ou moins nombreuses dans cette salle virtuelle. Très bien. Donc c'est sûr que quand on a des équipes de plus de 15 personnes, eh bien c'est là où c'est important en tant que chef d'équipe de veiller au grain et de s'assurer justement qu'on ne tombe pas dans ces pièges-là. Parce que, comme Lencioni nous le dit, si on laisse l'un de ces dysfonctionnements prendre de l'ampleur, tout le travail d'équipe va se détériorer, comme lorsqu'un maillon est brisé dans une chaîne. Donc le rôle du chef d'équipe, du leader, c'est vraiment de veiller au grain. Et assez rapidement, d'essayer de voir eh bien, où est-ce qu'on en est dans tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces enseignements-là? Eh bien, la toute première étape, c'est de veiller à établir un diagnostic sur l'état de santé de notre équipe. Alors, Lencioni propose, c'est un consultant qui a monté un questionnaire, bien sûr, qui est adapté à tout ça. Et en fait, donc, il pose un certain nombre de questions qui permettent aux équipes de voir euh, où le bas blesse. Et quand je vous disais que c'est difficile de passer le niveau 2 si on n'a pas passé le premier niveau, bien ici on a un cas précis d'une équipe de travail qui l'a analysé, et on voit que ça coince au niveau de la confiance. Donc lui, il fonctionne avec des codes de couleurs, rouge quand ça va pas du tout, orange quand c'est moyen, et vert quand ça va bien. Et là, on voit par exemple que pour cette équipe de travail, ça coince dès la confiance. Alors, vous voyez en anglais ce que ça nous dit. Your score in this area was low, which indicates that your team lacks necessary levels of openness and vulnerability about individual strengths, weaknesses, mistakes and needs for help. Donc, ça correspond exactement à ce que je vous ai dit. On a un enjeu au niveau de la vulnérabilité. Donc, la question que j'aimerais vous poser, en fait, je vais vous la poser un peu plus tard dans le sondage, mais l'idée, c'est que vous vous posiez la question, c'est vraiment le point de départ. Si j'ai l'impression qu'il y a des enjeux dans mon équipe, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de la confiance? Est-ce que c'est au niveau de la liberté d'expression qui n'est pas tout à fait là? Donc je sens que les gens ne disent pas nécessairement ce qu'ils pensent. Est-ce que c'est un problème d'engagement, un problème de déresponsabilisation ou d'inattention portée aux résultats? Donc, on va se poser la question, et comme vous le voyez à l'écran, on va essayer de se demander est-ce que c'est jamais, rarement, parfois, souvent ou toujours le cas? Et ça va être le point de départ, ça va être notre diagnostic. Une fois qu'on a établi le diagnostic et qu'on se dit bon bah ça bloque à tel niveau de la pyramide, eh bien il va falloir agir avec les bons outils. Avant de se parler d'outils, on va peut-être, Isabelle, faire partir la troisième question, s'il te plaît. Donc, qui consiste à se demander justement, à votre avis, que pourriez-vous renforcer au sein de votre équipe? Comme ça, intuitivement, en y pensant 2 minutes. Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que c'est la peur de la confrontation? Est-ce que c'est l'engagement? Ou bien la responsabilisation? Donc, si vous faites un petit diagnostic d'équipe extrêmement rapide, hein, en 1 minute, selon vous, ça coince à quel niveau? Et une fois encore, je sais que la réponse n'est pas toujours très facile à donner parce que vous allez peut-être vous rendre compte que globalement ça va bien, mais le problème va reposer sur peut-être une couple d'individus qui ont des comportements qui laissent à désirer et qui ont tendance à se comporter un petit peu comme des leaders négatifs. Pendant que vous répondez, je vais jeter un petit œil sur le chat. Moi, je suis un curieux du fonctionnement des équipes de travail. Ma curiosité naît de certaines perceptions. D'accord. Y a-t-il un remède pour la peur concernant la prise de décision? On va s'en parler dans quelques secondes. Je vais vous donner, en fait, dans les prochaines minutes, les conseils de Patrick Lencioni, hein, puisque bien sûr, c'est un peu l'objet de son travail. C'est de nous aider. Donc, c'est de nous donner des conseils très concrets pour essayer de régler ces différents enjeux. À quel niveau on place les préjugés, les complexes de compétences ou non entre les membres d'une équipe? Question de Virgile Joël Kamga.
de vos recherches, à quel niveau place-t-on les préjugés, les complexes de compétences ou non entre les membres d'une équipe? Je suis pas certain de bien comprendre la question, je vous inviterai peut-être à la reformuler, s'il vous plaît. Et je vais donc poursuivre. Oui, alors ici tu as le résultat du sondage. Alors effectivement, donc je vois que la plupart des gens, sont quand même assez, je trouve que la confiance est quand même, pas mal. Ça commence à se détériorer au niveau de la peur de la confrontation et c'est vraiment au niveau de l'engagement que le tiers des répondants ont, estimé il y avait probablement un problème et 23 au niveau de la responsabilisation. Et moi, les équipes de travail avec lesquelles je travaille, généralement, c'est un petit peu ce genre de choses que l'on voit, c'est au niveau de l'engagement et de la responsabilisation qu'on a les enjeux. Alors, je vous invite donc à écouter attentivement les petits conseils de Lencioni pour chacun de ces paliers. Alors, quelques conseils pour renforcer la confiance, puisque c'est le point de départ. S'il n'y a pas de confiance, il ne peut pas y avoir d'équipe. La première règle, le premier conseil qu'il nous donne, c'est de mieux se connaître les uns les autres. Et ça, c'est assez facile à mettre en place, c'est de prévoir en fait des réunions un peu extra-professionnelles. Alors ça peut être dans le cas de Midi Pizza par exemple, hein, il y a certaines entreprises qui font ça sur une base régulière. Et l'idée, bah, c'est de mettre en place des discussions, de mettre en place un tour de table où chaque personne de l'équipe pourra répondre à une liste de questions qui sont personnelles, qui sont extra-professionnelles, mais bien sûr non compromettantes, comme par exemple, quelle est la situation familiale? Est-ce que vous avez des enfants? Quels sont le nom de vos enfants, l'âge de vos enfants? D'où venez-vous? Votre ville natale, vos centres d'intérêt, bien sûr, les hobbies, ce qui vous occupe en dehors du travail. Est-ce que vous avez fait des exploits de jeunesse? Des fois, c'est toujours intéressant de voir que des gens qui travaillent ensemble depuis plusieurs années ne savent pas que la personne, qui travaille à côté d'eux, est un ancien athlète, par exemple, qui a gagné telle ou telle médaille, lorsqu'il était plus jeune et ça peut donner vraiment l'objet de conversations intéressantes. Hem, L'idée, c'est un peu de répondre à cette question: «Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur toi?» Et le but de tout ça, bah, dans le fond, c'est de favoriser l'empathie, de cesser de voir les autres comme de simples collègues et de les reconnaître en tant qu'êtres humains. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très facile à mettre en place et qui est à la base. La deuxième règle, ça serait de se placer dans une situation où on va donner du feedback honnête sur l'efficacité de l'équipe. Alors là, évidemment, on va vraiment se mettre dans une place de vulnérabilité parce que ce que Lencioni nous suggère, par exemple, c'est d'identifier individuellement la principale force et la contribution ainsi que le principal axe d'amélioration de chaque personne de l'équipe. Et bien sûr, d'avoir le courage de le dire. Alors ça, je crois que ce n'est pas évident à faire. Quand on arrive à le faire, eh bien, c'est là où, bien sûr, on force la vulnérabilité des uns et des autres. Et rien de tel que de commencer par le leader qui va donner l'exemple. Donc, on commence avec le leader. Et là, il y a toutes sortes d'outils qui existent pour justement favoriser un exercice tel que celui-ci, qu'on aborde dans les formations qu'on donne chez Isarta. Donc là, je survole simplement. Mais ça, c'est sûr que c'est l'exercice le plus puissant. Quand on arrive à ce résultat-là, eh bien, on renforce durablement la confiance. Le troisième conseil, c'est de découvrir les profils de personnalité. Donc peut-être d'engager un consultant qui va présenter un modèle. Vous savez, il y a toutes sortes de modèles qui existent sur le marché. Rien de tel, moi je le fais très souvent en équipe, que de découvrir les styles de personnalité et les préférences comportementales de tous les membres de l'équipe. C'est ce qui va vraiment par la suite renforcer les relations interpersonnelles, parce que là on comprend que les gens ne fonctionnent pas comme nous, on est toujours dans un processus d'influence et le biais de l'influence, c'est qu'on a tendance à vouloir influencer les autres de la façon dont nous, on pense qu'on comprendrait ce que l'on nous demande, hein. On cherche à persuader les autres en amenant les choses de la façon dont nous, on aimerait qu'on nous les amène. Mais bien sûr, ça ne marche pas tout le temps puisque les gens sont différents de nous. Donc rien de tel que de découvrir ces notions-là, puis de voir comment ça peut s'appliquer dans le cadre du travail d'équipe. Ensuite, les conseils pour réduire la peur de la confrontation, il y a un exercice intéressant que Lencioni appelle l'exercice du casque de mineur. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est de déterrer les conflits, comme un mineur dans le fond. Donc c'est vraiment d'avoir le courage d'appeler un chat, de voir s'il n'y a pas des conflits latents qui minent un petit peu l'ambiance collective, et c'est de les déterrer et d'essayer de trouver des solutions. Alors ça aussi, c'est un exercice qui n'est pas du tout évident à mettre en place,
Parce que ce que ça demande, c'est qu'une ou plusieurs personnes, qui sont désignées ou non, ça peut être des volontaires, eh bien, fassent preuve d'un grand courage et d'une grande assurance pour endosser consciemment ce rôle de mineur. Et ça, il faut que ce soit une responsabilité tournante pour que chacun, à un moment donné, puisse jouer ce rôle-là. 2e conseil, c'est les profils de personnalité et le TKI. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Si on a fait l'exercice du profil des personnalités, bah là, on a aussi plein d'éléments qui vont nous aider. On est capable de voir les gens qui ont plus de difficultés que d'autres à être dans la confrontation, hein. On le sait, il y a des gens qui ont une peur bleue du conflit, par exemple, qui ont beaucoup de difficultés à proposer des opinions divergentes. Donc, ce qui est intéressant, bah, c'est ça, c'est de voir ceux qui ont un peu plus de difficultés que les autres et puis de les aider. Et c'est là où Lencioni recommande l'utilisation du TKI. Alors TKI, c'est Thomas Killman Conflict Mode Instrument. En fait, c'est un outil de gestion de conflit. Alors vous l'avez à l'écran. Si ça vous intéresse, je vous invite à le découvrir. C'est un outil bien intéressant qui consiste en fait à positionner la façon dont chaque membre de l'équipe résout les conflits. Hein. Donc il y a des gens qui sont plutôt en mode domination, en mode collaboration, en mode conciliation, en mode abstentionnisme. Et l'idéal, bien sûr, c'est ce que vous voyez au milieu, c'est le mode compromis. Alors, j'ai pas le temps de vous en dire plus à ce sujet. Je vous invite, si ça vous intéresse, à découvrir ce modèle, le modèle Thomas Killman, dont nous parle Lencioni dans son livre. Le 3e élément bien important, c'est que le leader a un rôle essentiel à jouer. Ça, c'est sûr. Bien souvent, on va avoir un problème à ce niveau-là parce que les gens se disent: «Si j'amène une nouvelle idée, si je dis quelque chose qui ne va pas nécessairement avec, la direction, telle qu'elle nous est donnée, je serai pas du tout écouté, donc ce que je dis, ça donne absolument rien». On est dans une fausse harmonie, le leader nous invite à donner notre opinion, mais je constate que finalement mon opinion n'est jamais prise en considération. Et ça, Lencioni nous le dit, hein, lorsque les gens donnent leur opinion et n'ont pas le sentiment d'avoir été écoutés, l'adhésion n'est pas possible. Et après 2 fois, 3 fois, bah, les gens se découragent, ils se disent: «Bon, bah, moi je dis plus rien parce que ce que je dis, de toute façon, ce n'est jamais écouté». Donc l'écoute active est une qualité essentielle du leadership. Ensuite, il y a la façon aussi dont le leader va prendre du recul, sa posture mentale, son intelligence émotionnelle, sa gestion de ses propres émotions. Si le leader se comporte mal en cas de conflit, eh bien ça va être absolument, désastreux pour l'équipe. L'autre chose aussi que Lencioni nous dit, c'est qu'il faut faire attention de ne pas trop materner les membres de l'équipe. Parfois, le problème, c'est que les leaders, eh bien, eux-mêmes vont avoir une peur bleue du conflit. Donc vont tout faire pour qu'il y ait pas de confrontation et malheureusement, lorsqu'elles sont bien amenées, lorsqu'elles sont faites de manière courtoise, les confrontations sont saines et sont absolument nécessaires pour que l'équipe avance. Donc, Lencioni nous met en garde sur le syndrome, vous savez, du maman ou du papa poule, hein, qui veut vraiment protéger son équipe, qui est en fait une propension de certains gestionnaires à trop vouloir préserver les membres de leur équipe, ce qui peut nuire à la transparence et donc au débat constructif. Donc, il est vraiment crucial que les leaders fassent preuve de retenue lorsque leurs collaborateurs s'engagent dans un conflit, pour que celui-ci se résolve naturellement, sans parfois leur intervention. Il faut laisser aller les choses, que les gens se parlent, règlent leurs conflits entre eux, prendre pour acquis que les gens sont des grandes personnes, et même si bien sûr tout cela est inconfortable. Mais c'est un passage obligé si on veut assainir l'ambiance au sein de l'équipe. Conseil pour améliorer l'engagement, c'est vraiment, et ça on ne cessera de le répéter, c'est de limiter au maximum les zones grises. Clarifier, clarifier, clarifier. Il y a plein de choses qui posent problème au niveau de l'engagement parce que les gens ont l'impression qu'ils ne savent pas où ils s'en vont. C'est ce qu'on a vu tantôt. Donc ça part des objectifs. Est-ce que les objectifs de performance sont définis? Est-ce qu'ils sont bien communiqués? Est-ce que l'employé, idéalement, a lui-même contribué peut-être à la définition de ses propres objectifs? Ça, c'est dans un monde idéal et ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Hem, Vous savez, bien souvent, les objectifs sont flous. On va dire à quelqu'un: «J'aimerais que tu améliores ton leadership». Bon, c'est quoi le leadership? Il y a tellement de dimensions dans le leadership que si on n'est pas plus précis que ça, si on ne retombe pas sur la fameuse notion d'objectif SMART, bah, les chances sont grandes que les gens disent: «Ouais, ouais, je comprends à peu près ce que tu veux», mais à la fin de l'année, quand on fait le point,
Le gestionnaire a l'impression que l'objectif n'a pas vraiment été atteint, alors que l'employé a l'impression que c'est correct, et c'est là où on a des discussions désagréables. Donc pour éviter ça et faire en sorte que les gens avancent euh, de la bonne façon, il faut clarifier. Et ça porte aussi sur les rôles et responsabilités qui souvent, on passe pas assez de temps à bien définir ça clairement. Il y a toutes sortes de zones grises, il y a toutes sortes de zones de malentendus et de chevauchements, et ça nuit fortement à l'engagement. Deuxième conseil à ce niveau-là, c'est de s'entendre sur la diffusion des messages. Ça, c'est intéressant. Dans les réunions de direction, ce que Lencioni nous dit, c'est que les gestionnaires devraient, à la fin, prendre un petit 10 minutes pour passer en revue les décisions qui ont été prises et décider celles qui doivent être communiquées au reste de l'organisation ou bien gardées confidentielles. Alors, souvent, il va y avoir des désaccords, hein, et c'est là où il va y avoir des débats sains. Et ce qui est intéressant par la suite, c'est que quand ce mécanisme-là est en place, eh bien, les employés vont être habitués à recevoir les mêmes informations de la part de tous les gestionnaires. Et donc, cette cohérence dans les messages va renvoyer quelque chose de très positif au niveau de l'équipe de direction. Donc ça, c'est un conseil qui, je crois, est très précieux. Le troisième conseil, c'est le scénario catastrophe et le plan de contingence. Lorsqu'il y a des décisions difficiles à prendre, c'est intéressant d'envisager quel est le pire scénario. Si ça se passe absolument pas comme on veut, qu'est-ce qui peut se passer de pire? Et bien sûr, mettre en place un plan de contingence pour éviter que ça se produise. Et ce qui est intéressant dans cette technique, c'est de réaliser que souvent les coûts d'une mauvaise décision sont pas mal moins graves que ce qu'on imagine. Des fois, on a tendance un petit peu à dramatiser. Quatrième palier, c'est l'encouragement de la responsabilisation. Qu'est-ce que Lencioni nous dit à ce niveau-là? Eh bien, c'est de définir les objectifs et les critères d'acceptation au niveau de l'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut limiter au maximum l'ambiguïté. On l'a vu dans le précédent palier. C'est souvent l'ambiguïté qui va déclencher la déresponsabilisation. Et là, ce qu'il faut faire, c'est clarifier en groupe qu'est-ce qu'on attend de l'équipe, qui doit livrer quoi, et ce qui est attendu de chacun pour y parvenir. Que ce soit clair et que ce soit discuté en équipe. Et là aussi, le leader, bien sûr, vous l'avez compris, de toute façon, le leadership, c'est comme ça qu'on l'exprime, il a un rôle essentiel à jouer à ce niveau-là, en donnant l'exemple, en disant lui-même, voici, moi en tant que leader, ce que je crois, ce que je dois livrer, et voici sur quoi je vais être imputable. Donc c'est vraiment de parler d'imputabilité, en fait, sans se cacher, que les choses soient le plus transparent possible. Deuxième conseil, c'est de mettre en place un système de gratification collective. Donc, on va passer de la récompense individuelle à un modèle collectif de primes, si vous voulez, de boni. Et ça va beaucoup aider à faire en sorte que les uns ne restent pas passifs vis-à-vis des éventuels manquements des autres. Ça, souvent, on n'a pas ça dans les entreprises. On a des bonis individuels, mais on n'a pas des bonis d'équipe euh, sur lesquels tout le monde peut contribuer et être imputable. Ensuite, dernier palier, conseil pour améliorer l'attention portée aux résultats, comment faire en sorte que les gens soient un peu moins individualistes? Eh bien, il faut avoir des objectifs d'équipe. Et ça, cette question-là, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire un brainstorm. Ce n'est pas nécessairement au gestionnaire, chef d'équipe, de penser à tous ces enjeux-là. Des fois, c'est intéressant de poser la question aux gens, de leur dire, écoutez, voilà, moi, j'aimerais qu'on mette en place des objectifs d'équipe qui sont valables, qui sont smart. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui serait intéressant à votre avis? Deuxième conseil, c'est de déclarer publiquement les résultats. Mettre un petit peu de pression sur l'équipe, hein. Si on se met à partager les objectifs et les résultats en dehors de l'équipe, bah, ça va probablement mettre de la pression et donc générer un engagement un peu plus fort, une incitation supplémentaire à mettre les bouchées doubles. Et dernier conseil de Lencioni, c'est d'avoir une politique de rémunération adaptée. Donc d'inclure une prime individuelle dans l'évaluation qui va peut-être être attachée à l'atteinte de résultats collectifs et pas juste à l'atteinte des résultats individuels. Voilà, donc dans le fond, c'est à peu près ce que je voulais vous dire dans le cadre de cette conférence. Donc vous voyez, c'est très riche comme livre, c'est bien écrit. Lencioni, aussi, amène ses principes d'une façon, vraiment, heu, légère à travers une petite fable qui nous raconte ce qui s'est passé au sein d'une entreprise. Je trouve que ce sont des principes qui sont, vraiment, très actuels, même si le livre a été écrit il y a quelques années, qui méritent d'être bonifiés et adaptés à la nouvelle réalité du travail hybride. Mais ces 5 dysfonctionnements, je pense, sont tout à fait, d'actualité, de nos jours. Donc le modèle n'a absolument pas changé au fil des années. Je pense que ce sont des principes intemporels dont on parle
dont on parle eh bien, dans les formations. Là, c'est le temps de faire un petit peu de promotion. Dans les formations ISARTA en management que j'ai le plaisir d'animer. Donc, on en a deux, en fait, qui sont bientôt prévues à l'agenda. La première, c'est Management 101 qui aura lieu le 16 février. La deuxième, c'est justement mobilisation d'équipe en contexte de travail hybride qui est prévu pour le 21 mars. Alors, c'est des formations qui reviennent sur une base trimestrielle. Et justement, on regarde en détail ces choses-là et on amène des nouveaux outils qui sont tout à fait complémentaires au conseil de Patrick Lencheny. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Je ne sais pas si tu voulais répondre à la question de Sonia, si on avait une petite minute. C'était la question, est-ce que la mobilisation d'une équipe entre dans le palier de l'engagement? Alors en fait, la mobilisation d'équipe, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre, hein, puisque je vous dirais, la mobilisation d'équipe ne peut pas être réduite à un seul de ces paliers. L'équipe est mobilisée quand il y a de la confiance, quand les gens ont justement un espace pour dire quand ils ne sont pas d'accord, quand ils sont engagés, quand ils sont responsabilisés, quand ils portent attention aux résultats. Donc on ne peut pas réduire vraiment la mobilisation à l'engagement. Mais effectivement, engagement, mobilisation, je peux comprendre peut-être la confusion entre ces deux termes. J'espère que ça répond à votre question. Effectivement, là, je vois qu'il y a toutes sortes de questions qui ont été posées à propos des tests de personnalité. Écoutez, il y a plusieurs modèles qui existent. D'ailleurs, chez ISARTA, on a une formation là-dessus. C'est une autre formation dont le titre, c'est l'intelligence émotionnelle et l'art de la persuasion, où justement, on parle d'un modèle de personnalité. Sinon, il y a les modèles des couleurs qui existent. Il y a le MBTI, il y a les 16 personalities. Je vois que Noémie a répondu. Donc ça, c'est tous des bons tests qui reviennent un petit peu tous aux mêmes notions. On a toujours 4 grands cadrans, 4 grands profils de personnalité, analytique, fonceur, expressif, amiable. Dans certains cas, c'est le nom qu'on donne à ce profil-là. Et ça, vraiment, moi, je vous recommande, pour améliorer les relations interpersonnelles, c'est souvent le point de départ. Oui, et comme tu disais, tu offres la formation sur l'intelligence émotionnelle et l'art de la persuasion, et elle aura lieu le 17 mars. Voilà, donc à peu près en même temps que celle sur la mobilisation d'équipe, donc ça peut être un bon complément. J'essaie de voir si on a d'autres questions qui ont été posées. Donc le nom du livre, hein, Caroline, c'est The Five Dysfunctions of a Team de Patrick Lencheny. Il existe effectivement une version française. Ça s'appelle Les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Vous pouvez le trouver sans problème en version papier. En version numérique, c'est plus difficile. Peut-être sur Amazon, à voir. Mais la version française définitivement existe. Tu as répondu Voilà. à toutes les questions. Oui, parfait, Oui, très oui, bien. oui. Bah écoutez, merci. Donc j'espère que le sujet vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous avez la possibilité de fouiller un petit peu le sujet à travers des formations que l'on donne. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous. Oui, bah, merci Christophe et on vous remercie effectivement de votre présence. Alors j'espère que ça a été enrichissant. Nous, on se donne rendez-vous le 3 février pour le prochain Midi Express avec Francis Jette qui vous révélera les incontournables pour renouveler votre marketing numérique en 2023. Alors bonne fin de semaine, à bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée à tous.